À l'ouest, Trump, et à l'est, Poutine, avec ses déclarations très menaçantes en quelque sorte de la part des Russes. Lavrov, particulièrement centré sur la France, puisque la France prend en quelque sorte la tête du mouvement de résistance à la Russie, et en particulier dans le soutien à Zelensky qui sera demain à Paris. Écoutez le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Quelqu'un a dit qu'il était nécessaire d'humilier Poutine. Il s'avère que les historiens peuvent probablement corriger cette volonté, mais à mon sens, nous avons tous déjà vécu cela. Napoléon et Hitler avaient donc les mêmes objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, Napoléon et Hitler ont conquis toute l'Europe. La fixette, pour reprendre votre mot, la fixette des Russes sur la France est en train vraiment de cristalliser. Ils considèrent que la France est leur adversaire numéro 1. Oui, parce que Macron a pris le lead, je dirais, de la résistance et de la coalition des volontaires, que nous avons l'arme nucléaire, et donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je prends ça pour un très très gros compliment. La France prend la foudre parce qu'elle a le paratonnerre en haut du clocher et qu'on tient le haut du pavé actuellement sur le plan militaire, sur le plan européen, sur le plan politique, et qu'on est une force d'entraînement. Et donc on négocie d'égal à égal. Ils se prennent pour la superpuissance qu'ils négocient qu'avec Trump. Et puis en fait, il est quand même fasciné. Et puis il a une fixette sur la France qui semble-t-il un pays mineur, mais qui n'est pas tant que ça. L'obsession des Russes pour... Alors expliquez-nous ça, Ludmila Toutieva. Vous connaissez le monde russe aussi. L'obsession pour Napoléon en particulier. 1812, la campagne de Napoléon jusqu'à Moscou. Alors, encore aujourd'hui, c'est présent dans les têtes russes, dans les manuels russes. Oui, Napoléon, justement, je pense que c'est à Hermitage qu'il y a le plus de portraits de Napoléon qu'on pourrait trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a cette fascination qui provient des liens très étroits que la Russie et la France entretenaient jusqu'à un certain moment. Et il y a quand même la fascination des mêmes idées, c'est-à-dire des idées de agrandir son territoire, envahir, aller plus loin. Je pense qu'il y a cette fascination d'un homme fort, tout simplement. Un homme fort qui est capable d'aller et d'entraîner justement tout un peuple derrière soi. Maintenant, ce que vient de dire Lavrov, c'était encore une fois une autre manière d'approcher la question de guerre, et c'est pas la première fois qu'on entend comme Hitler, comme par exemple Napoléon, parce qu'il chaque fois il fait le revers du médaille. Et on dit on peut répéter ce qu'on vous a fait en Europe en deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire Berlin qui était sous l'occupation, libération des soviétiques, et tous les crimes de guerre d'ailleurs que les soviétiques ont commis. Est-ce qu'il y a une manière pour eux de vivre dans cette histoire? Moi, tout le monde a été frappé dans les discussions entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron racontait ces heures et ces heures où Vladimir Poutine en boucle revivait l'histoire. C'est-à-dire pour les dirigeants européens d'aujourd'hui, tout ça, c'est des vieilleries, malgré tout. C'est intéressant d'en discuter comme ça, pour le charme. Mais plus personne... La tension entre Poutine et Macron vient largement du fait que Macron, au début de la guerre, a été très proche de Poutine, a continué à lui parler pendant très longtemps. Donc la déception est à la mesure de cette proximité ancienne. Et puis c'est le premier à dire, s'il y a des négociations de paix, il y aura des troupes au sol peut-être. Et il vient de répéter, il y a quelques jours, qu'il y aurait des troupes au sol et que ça ne regardait pas Poutine. Ça, c'est une phrase, paraît-il, qui au Kremlin a fait très très mal. S'il y a des troupes au sol, ça ne regarde pas Poutine, parce que l'Ukraine est un pays indépendant qui fait ce qu'il veut. Mais l'obsession historique, le fait que pour Poutine, le souvenir de Napoléon, pour nous, c'est de l'histoire, point. Oui, c'est de l'histoire. Pour eux, pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est présent quand même. C'est-à-dire qu'on convoque l'histoire quand on n'a rien d'autre à faire, en fait, véritablement. Mais souvenez, Lavrov, au début de la guerre, il disait que Poutine n'avait que 3 conseillers. C'était Ivan le Terrible, comment il s'appelle, Pierre le Grand, et puis Catherine II. Voilà. Donc c'est ce qu'il avait dit. Et donc en fait, il vit dans le fantasme impérial. Moi, je le dis depuis le début. Oui. C'est fascinant, c'est retrouver l'Empire, la grandeur de l'Empire, la taille de l'Empire tel qu'il a existé avant 1914. Là, on est véritablement complètement dedans. Là, on ne fait pas ce que convoquer l'histoire. En général, on la révise et également et on la manipule parce qu'on est dans de la propagande russe classique, et c'est exactement ce que fait Lavrov, qui sait absolument parfaitement faire et qui fait à destination de l'Occident. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit va être repris de l'autre côté, donc pas sur le flanc est, mais sur le flanc ouest. Est-ce que c'est seulement, de la propagande, ou est-ce qu'ils pensent vraiment ça? Les Chinois, les dirigeants chinois, par exemple,
exemple, pensent de bonne foi, il n'y a pas besoin de les pousser, que leur civilisation est plus ancienne, qu'elle est supérieure. Et c'est vrai que par certains aspects, elle est plus ancienne. Et en réalité, ils vivent dans l'histoire. Le narratif russe du début de la guerre, sur la métaphore entre Zelensky et les nazis, a cessé de fonctionner, semble-t-il. Ouais. Et donc, maintenant, on va chercher Napoléon, et s'il le faut, on remontera encore plus dans l'histoire, parce que finalement, c'est ce qui fascine Poutine, puisque c'est la seule façon de justifier ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il y a paradoxalement un complexe d'infériorité des Russes, en fait. Et c'est un sentiment de ne pas être traités comme ils le méritent, et en tout cas comme ils l'étaient au temps de leur splendeur. Et ces deux souvenirs sont particulièrement glorieux pour eux. Le premier, parce que vous savez qu'en 1815, il y avait des Cosaques dans Paris, hein, qui sécurisaient, entre guillemets, une partie de la capitale pour être sûr que les révolutionnaires ou les bonapartistes ou les napoléoniens ne reviennent pas au pouvoir. C'était des troupes de maintien de la paix. Absolument, en quelque sorte, oui. Puis du point de vue de la restauration. Voilà, en plus, puis ça permettait de négocier l'avenir dans de bonnes conditions. Et puis l'autre fait de gloire, et là, légitime, c'est effectivement que les Soviétiques ont décidé du sort de la Seconde Guerre mondiale. C'est eux qui, de très loin, ont payé le prix humain le plus fort. Et donc, je suis pas sûr enfin, je crois même pas un seul instant que Poutine rêve de voir son armée camper dans Paris. En revanche, qu'on se souvienne que la Russie a vocation à être ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une puissance impériale, donc qui ne reconnaît pas ses frontières naturelles, mais uniquement celles de son influence. Oui, ça c'est une certitude. Il reste, il y a beaucoup de peuples, moi je suis très frappé, quand on va, les diplomates, les ministres des Affaires étrangères vous disent ça, beaucoup de pays d'Afrique par exemple, où il faut commencer par parler d'histoire, et c'est pas simplement de la propagande. Un entretien diplomatique commence par 20 minutes où on rappelle la grande histoire. Généralement, vos amis anglais, par exemple, ils vont plus vite aux affaires et aux faits et aux chiffres. Mais surtout, ce qui est à l'esprit de Vladimir Poutine, c'est le résultat de la guerre froide. Il faut quand même pas l'oublier, c'est plus proche de nous, mais c'est extrêmement structurant dans la carte mentale et de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Et là, on a deux dirigeants qui pratiquent le révisionnisme historique sur cette période qui est très structurante pour eux. Une chose juste pour rajouter qui est très importante, c'est que la Russie, elle dit dès le début de sa mission messianique, en gros. Et là, Poutine, il utilise l'histoire pour fonder pourquoi la Russie a une mission plus intéressante, extraordinaire par rapport à d'autres peuples. Et cette mission, elle consiste en quoi? C'est les valeurs traditionnelles qu'elle apporte, c'est la paix et stabilité qu'elle apporte, et c'est ça que Poutine utilise aussi dans son récit et qui base aussi sur l'histoire.